déjà d'établir l'atmosphère qui nous permettra de bien partager. La première chose, je vais donc vous demander si vous savez acclamer, je vais vous demander d'acclamer 7 fois, 7, ensemble. Voilà. Ouais, là, on peut déjà savoir un peu en fonction des séries. On va recommencer et on va voir que si vous voyez quelqu'un qui dépasse les 7, vous pouvez lui jeter un regard. On va reprendre. 7 fois, 7. On y va. Waouh! Il m'est arrivé d'intervenir dans des banlieues des villages. Peut-être pas village, province, on va dire ça comme ça. Province, capitale. Ville provinciale. Et même les mamans savent le faire. Elles savent en symbiose faire quelque chose ensemble. Georges Olivier Mbazaboua, je suis gabonais. Je suis né au Gabon. J'ai des enfants ici, nombreux d'ailleurs. Mais je tiens à me présenter pour ceux avec qui on va faire certainement connaissance. Georges Olivier Mbazaboua, je suis marié à une Gabonaise. Nous avons 3 enfants. Tu peux démener ton piano légèrement? 3 enfants. Je suis le responsable de la grande famille, le VLR, dont le siège est au Gabon. Et depuis un bon bout de temps, nous souhaitons et nous avons souhaité amener notre organisation ici au Sénégal, à Dakar. Et nous sommes contents de savoir que les fils et les filles que nous avons déjà ici sont en train de faire un bon travail. Oui. Waouh! Ça promet beaucoup de choses. Je suis donc venu tâter du terrain, travailler avec eux et trouver l'occasion de partager quelques moments avec toutes les personnes qui pourront avoir la grâce, sinon l'opportunité d'être dans cette séance. Après ces moments, s'il plaît à Dieu, nous reviendrons travailler maintenant avec beaucoup plus de personnes. Donc on va tester pour voir comment ça se passe pour l'heure, pour ces 3 jours. Et puis si les jeunes, en l'occurrence, sont dignes de recevoir les orientations et notre organisation, alors nous venons travailler avec beaucoup plus de personnes. Quand vous êtes d'accord, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Alors nous aurons à passer 3 jours. Je voulais rapidement que vous donniez le programme. Nous aurons à passer 3 journées parce qu'il sera question d'apprendre à vivre. C'est ça le plus important. Apprendre à vivre. Il y a une différence entre vivre et exister. Oui. Vivre et exister. Les animaux, on peut dire qu'ils vivent, mais en réalité, les animaux existent. Oui. Lorsque la vie n'a pas un objectif, alors on existe. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles vivent alors qu'en réalité, elles existent. Oui. Et nous allons, pendant le partage que nous aurons, nous allons voir cette différence dans beaucoup de domaines, avec plusieurs secteurs. Alors nous aurons à passer 3 jours. Oui. Aujourd'hui, on a commencé un peu timidement, et puis on va continuer demain, et puis on va continuer après-demain. On va voir comment cela va se passer.
Donc, j'ai fait ma formation dans le cadre théologique. J'ai, à l'âge de 9 ans, je suis tombé malade à l'âge de 9 ans. J'ai été donc, comme tout le monde, conduit à l'hôpital. Et on m'a appris, les médecins m'ont appris à travers mes parents, que j'étais atteint d'une maladie incurable, que je n'allais pas guérir et que j'allais à vie être sous traitement. La particularité de cette situation, c'est que ma cousine, une de mes cousines, du côté maternel, mais aussi un de mes oncles, était atteint de cette maladie. Donc il semble que c'était à la limite une maladie héréditaire. Et ma cousine en est morte. Elle est morte, étouffée sur son matelas. C'était une forme de maladie bizarre. Cliniquement parlant, on sait de quoi il s'agit. Quelques années après, mon oncle aussi en est mort. Comme je disais, médicalement, ça s'explique. Alors j'ai donc été saisi d'une grande peur de mourir à l'âge de 9 ans. Sachant que ma cousine était morte, mon oncle était mort, je me disais que le troisième, c'était évident, c'était moi. Cette maladie a quelque temps été un obstacle pour ma scolarité parce que il arrivait à des moments que cela me prenne à l'école. Et donc j'ai connu un jeune homme qui était juste mon voisin, apparemment un brillant élève, et qui m'a invité à aller à un lieu de prière. Il m'a dit, mais écoute, tu n'as pas encore essayé d'aller à l'église. Allons à l'église. J'allais à l'église, mais pas comme on va à l'église. J'étais un croyant, mais bon, un croyant un peu bizarre. J'ai hésité et après, pendant un bon bout de temps, il m'a finalement convaincu. Nous sommes allés. Et je suis allé dans un endroit, une mission coréenne. Et c'était les missionnaires qui étaient là dans notre pays depuis plusieurs années. Ils ont fait toute une mission. Et je suis donc allé. J'ai assisté à une rencontre comme ça. C'était un professeur de lycée qui en même temps était un évangéliste. Donc, qui partageait la parole ce jour-là. C'était une communauté comme ça. Une assez belle salle. Il y avait beaucoup de jeunes dedans. Et aussi quelques adultes. La plupart d'entre eux étaient du monde académique, des professeurs, etc. Donc je suis venu m'asseoir comme vous êtes assis là quelque part. Voilà, j'avais 15 ans maintenant. Et puis on a partagé, j'ai écouté. Apparemment ce que le monsieur disait semblait être vrai. Mais j'avais quand même dans la salle beaucoup d'autres jeunes qui me connaissaient assez turbulents dans le quartier. Donc, j'étais assis là. Il a touché un point qui me concernait personnellement. J'ai donc été interpellé. Puis à la fin, il m'a donné l'occasion de me présenter avec d'autres personnes et de revenir à une prochaine rencontre. À la prochaine rencontre, il y a eu un temps de méditation et de prière. Et puis un des professeurs qui était un des responsables de cette communauté coréenne, c'était je crois un prof de biologie, il a prié pour moi. Aussi simplement que possible. Les heures qui ont suivi, les jours qui ont suivi, je n'ai plus eu de crise, aucune crise. J'étais étonné parce que normalement, je tombais dans ces crises au moins 3 fois par semaine.
je n'ai plus eu de crise. Ça a duré 1 mois. Ça a duré 2 mois. 3 mois. Je me suis donc rendu compte qu'il semblait que j'étais guéri. On est retourné à l'hôpital et la maladie avait complètement disparu. Il n'y avait plus aucun signe clinique. Et j'avais donc été guéri. À partir de ce moment, à 15 ans même, j'ai décidé d'orienter tout mon cerveau à comprendre le bien fondé de se réconcilier avec celui qui a créé l'univers, c'est-à-dire celui qui fait briller le soleil en ce moment. J'ai l'habitude de le dire aux étudiants un peu partout où je vais, je leur explique que les puissances qui créent le monde, nous les identifions clairement, à savoir par exemple la grande puissance économique. Le pays où il y a le leader le plus fort du monde. Je crois que je posais la question une fois, c'est parce que c'était à Libreville ou au Ghana, puis quelqu'un a levé la main, il me dit oui. Alors je vais peut-être vous poser la question, qui est le leader le plus puissant du monde, d'après vous? Il est dans quel pays? Le leader le plus puissant du monde. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Donald Trump. On peut acclamer pour lui? Ce n'est pas un problème d'imagination. C'est la première puissance mondiale a en son sein le plus grand des leaders. Pas parce qu'il est spécial, mais parce qu'il est simplement à la tête de la première puissance mondiale. Qui sait pourquoi les États-Unis sont devenus, et jusqu'à maintenant encore, même s'il y a beaucoup de rivaux qui sont là, mais ils sont toujours... Qui sait pourquoi les États-Unis sont la première puissance du monde? Qui sait le pourquoi? Qui a une idée? Le pourquoi? Encore toi? Finalement, tu risques de gagner quelque chose avant la fin de cette séance. Oui? Oui, mais de manière pratique, pas de manière historique. De manière pratique. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a donné et qu'est-ce qui donne aux États-Unis cette position? L'économie et l'armée. On peut avoir un micro? On peut avoir un micro qui donne? Parce qu'ils sont bien organisés. Oui, parce qu'ils sont bien organisés. Ok. Une autre personne? Ah, il y a quelqu'un là-bas derrière. C'est intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Moi, je dirais à cause des armements. À cause des armements. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre? Très bien. Parce que c'est la première puissance économique au niveau agricole. Très bien, parce que c'est la première puissance économique de manière internationale. Encore? Très bien. Parce qu'il possède une des plus grandes puissances militaires Parce au qu'il monde. Il possède une des plus grandes puissances militaires. Parce qu'il possède une des plus grandes puissances militaires. Vous savez aujourd'hui la nouvelle, vous savez aujourd'hui ce que fait la Russie? Vous savez aujourd'hui de quoi ils se sont dotés aujourd'hui, la Russie? Ok? Oui, très bien. Qui encore? Parce qu'ils sont déterminés. Parce qu'ils sont déterminés. Waouh, ça commence à aller dans un autre sens. On ne parle plus d'armes, on ne parle plus d'économie, mais de détermination. Oui. Moi, je dirais que c'est parce qu'ils sont unis. Waouh, parce qu'ils sont unis. Yeah, il s'agit de combien d'États? 52. 52 États. Waouh. Waouh. 52 États, parce qu'ils sont unis. Oui, quelqu'un, tu veux? Voilà, il veut. Moi, je pense à cause de la diversité culturelle. C'est-à-dire que nous retrouvons dans ce pays-là des Chinois, des Arabes, des Français, des Noirs, des Anglais, tout le monde. Je pense que c'est ce qui fait la force de ce pays. Oh, Pas ok. tout le pays. La diversité. Je
Très bien. Ok. Alors, il y a la première puissance africaine. Qui a une idée sur la première puissance africaine? Samy, viens partager. Elle veut nous donner la première puissance africaine. On va comprendre le pourquoi on parle de ça. La première puissance africaine, c'est le Nigeria. Oh, le Nigeria. Une autre personne derrière. C'est pour attester ou bien pour contester? Moi, je pense que c'est l'Afrique du Sud. Oh, c'est l'Afrique du Sud. Je savais qu'il devait y avoir le débat entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Pourquoi tu dis que c'est l'Afrique du Sud? Pourquoi tu dis que c'est l'Afrique du Sud? Parce que c'est l'un des États qui a marqué les troubles et les événements en Afrique, pour résumer la chose en fait. D'accord. Mais pourquoi tu dis que c'est le Nigeria? Bah déjà, Tu sais Niger- combien de populations il y a au Nigeria? À peu près combien? 100 combien? De millions. Qui connaît? 100 millions d'habitants. je pense que c'est 100 millions d'habitants. 100 millions? Non. C'est plus que ça. Wow. Combien? Qui connaît Nigeria? On ne touche pas Internet à travers les réseaux. On ne touche pas Internet à travers les réseaux. Le Sénégal compte combien de millions d'habitants? Combien? 15. Ah, ok. Et le Nigeria? Une idée? Combien? Oui, ça s'approche un peu, n'est-ce pas? Quelque chose par là. On peut regarder maintenant sur Internet. On peut maintenant regarder. L'Afrique du Sud, combien de millions d'habitants? Nous pensons que l'Afrique du Sud est la première puissance économique de l'Afrique, mais pas la première puissance de l'Afrique. Pensons que c'est le Nigeria. On va expliquer. Combien d'universités au Nigeria? 26. Le Nigeria remporte avec plus d'universités au Nigeria. Les États-Unis sont la première puissance du monde pour avoir le plus d'universités dans le monde. Toutes les choses que vous citez maintenant sont simplement des résultats des universités, c'est-à-dire des recherches. Que ce soit en armes et dans n'importe quel domaine, y compris en économie. La puissance n'est pas ce que l'intelligence crée, mais plutôt l'intelligence qui est la source de la création. Ce qui signifie que avoir plus d'armes, les plus sophistiquées, signifie avoir plus de recherche, plus de pensée et plus une intelligence qui s'établit et qui se manifeste. Donc ce n'est pas l'arme qui montre que tu es puissant, mais c'est la pensée qui crée l'arme. Donc les universités, la qualité des universités détermine la puissance. Les États-Unis donc sont la première puissance, pas à cause de leur économie, mais à cause de leurs universités. Comme pour dire que tout revient donc à l'homme. Tout ce qui est créé ne crée pas l'homme, c'est l'homme qui crée. Maintenant, je vous demande de faire une différence. Quelqu'un a trouvé déjà combien il y a d'habitants? De millions? C'est combien? 190. Il y a quelques années, ils étaient 170 et là, ils sont 190, effectivement. Alors, je vous demande de regarder votre monde. Vous allez vous rendre compte que votre monde, il y a deux sphères. Il y a la sphère du bas et puis il y a la sphère du haut. La sphère du bas, c'est où nous vivons. Nous pouvons créer, façonner, construire, mettre en place. Après, il y a la sphère du haut, là où nous n'avons pas de créativité. Ce n'est pas nous qui avons créé. C'est pourquoi quand vous êtes par exemple devant la nature, vous ne trouverez aucun pays responsable d'avoir créé la nature. Peu importe les puissances que vous connaissez. Vous pouvez trouver qui a créé tel avion, vous pouvez trouver qui a créé tel ceci, qui a le plus grand immeuble du monde. Toutes ces choses existent, mais vous ne pouvez pas trouver la puissance qui vous a créé.
Ça, vous ne pourrez jamais. Vous ne pourrez pas trouver la puissance qui a créé les arbres, le vent, les tempêtes, l'eau et tous les êtres qui vivent dans l'eau. Vous ne pouvez pas trouver celui qui établit la limite entre la mer et la terre sèche, les époques et les années, l'univers, le cosmos. Ça, vous ne pouvez pas trouver la puissance humaine ou encore continentale qu'il a créée. Ce que votre cerveau peut seulement faire, c'est comprendre ce que l'homme crée. Vous avez donc deux possibilités. Réfléchir au point de vous arrêter à la limite humaine, ou bien dépasser la limite humaine, c'est-à-dire commencer à vous poser les questions sur la nature. Ce que la plupart des gens préfèrent faire, et ce que moi j'ai refusé de faire, parce que c'est ce que j'entends par après ma guérison, j'ai décidé de me tourner vers celui qui a créé l'univers. Je me suis donc tourné vers celui qui a créé. Quand vous ouvrez cette porte, vous regardez cet arbre derrière vous, vous allez voir comment ça bouge, le vent. Vous-même, vous n'êtes pas la création de la Chine. Vous n'êtes pas une création des États-Unis, malgré leurs universités. Lorsque vous mettez du poisson à la bouche, cela ne vient pas du Nigeria. Lorsque vous voyez l'enfant qui est dans le ventre de votre femme, si vous êtes marié ou bien votre copine, ce bébé qui se construit jour en jour, les parties, les ongles se forment, les cheveux se forment, l'homme dans l'homme. Cela ne vient pas de l'Afrique du Sud. Nous savons ce que les premières puissances créent. On peut identifier cela. Mais il y a une création si forte dans laquelle nous vivons qui, elle, ne vient d'aucun pays, aucune université, aucune organisation humaine. Alors vous avez la possibilité d'ignorer ça, comme continuer simplement à jouir de la vie, ou bien commencer à vous poser les questions, les vraies questions. Qui a déjà vu un mort? Un mort. C'est tellement demain, je vous montrerai un exemple pratique. Ça va vous amener à réfléchir. Qui a déjà vu un mort? Ok. Qui a déjà vu un proche mort? Un proche. Un parent, un ami, une connaissance, quelqu'un de proche mort. Ok, excusez-moi de la question. Mais qui a déjà vu un parent mort? Maman, papa, son oncle, son frère, sa sœur. Devant vous, inerte. Le corps, l'enveloppe. Les Grecs parlent de soma. La partie physique, inerte. Vous pouvez mettre n'importe quoi du feu, piquer ce corps. Le corps ne réagit plus. Les projets, les capacités, la connaissance que la personne avait acquise, toutes ces choses sont parties avec une partie de cette personne. Vous pouvez encore là ne pas vous poser des questions. Toujours faire comme si ça n'existe pas. C'est ce que la plupart des gens en réalité font. Un des seuls problèmes avec ça, c'est que se poser des questions sur ce que nous voyons, là où nous vivons et ce dont nous jouissons, ne pas se poser des questions sur la nature, on pense que cela veut simplement dire qu'on évite la religion. La religion n'a rien à voir avec le vent. La religion n'a rien à voir avec le fait que tu respires. J'ai posé la question à un étudiant qui était en fin d'année à l'université Laval au Canada, alors que j'avais une conférence comme ça avec les étudiants. Il est spécialiste dans le domaine du cancer, c'est un médecin, un spécialiste, et on a parlé en termes de cellules, parce qu'on était dans un chalet, on avait une grande rencontre avec les étudiants, et puis lui il est sorti alors qu'il était, je ne sais pas combien de degrés il y avait, on était en pleine neige, et puis il est sorti presque en culotte, alors qu'il faisait extrêmement froid. Il est sorti en culotte rapidement, aller prendre du bois dehors, pour faire du feu à l'intérieur. Et après il est revenu, et puis tout le monde s'est mis à crier, oh mais comment tu fais ça?
Et il a commencé à expliquer comment, non, il a commencé à dire non, le froid vous atteint après tant de minutes. Et après, il a commencé à nous expliquer un peu comme un cours de science à tout le monde qui ne pouvait pas mourir vu le nombre de temps qu'il a fait dehors. C'était très intéressant. Alors on a commencé, je vais commencer à lui poser des questions sur le monde de la matière. Fondamentalement, le corps humain. Et là, on est allé de cellule en cellule. Il m'a expliqué que non, la peau, sur la peau, il y a telle chose, le corps est fait de telle chose, le corps est fait de telle chose. Et on est allé de cellule en cellule. Et on est arrivé à un stade, il est très intelligent, et on est arrivé à un stade où on parlait de la cellule première, de laquelle émanent les autres cellules. Et là, je lui ai demandé, alors ça vient d'où maintenant? Il me dit, bon, ça maintenant, on ne sait pas d'où ça vient. Et dans tout ce que vous étudiez, vous pourrez expliquer jusqu'à un niveau. À un autre niveau, quand vous serez au contact de la matière première, de la source première, vous ne pourrez plus expliquer. C'est-à-dire, ce qui a été utilisé pour créer ce qui existe. Par exemple, l'eau. Quelle est la matière première de l'eau? Si on vous demande de quoi est fait votre chaussure, vous pouvez expliquer. Si on vous demande de quoi est fait l'objet que vous avez en main, même les cahiers que vous avez en main, vous pouvez expliquer d'où vient le cahier. Ça vient de ceci, après ça vient de cela, n'est-ce pas? Mais après, quand vous allez trouver la source d'où viennent les autres choses, vous ne pourrez plus expliquer. Vous pensez, d'où vient le cahier? Les feuilles de cahier sont faites de quoi? De quoi? De bois. D'où vient le bois? Hein? D'où vient la forêt? D'où vient la terre? Ce sont des choses simples. Et on monte. Et on va toujours être au contact de la matière première. Et à partir de ce moment, on ne veut plus réfléchir. Pourquoi? C'est parce que la matière première trahit l'inventeur. Celui qui a décidé, Dieu ne procrée pas, il crée. Donc il amène à l'existence la chose qui n'existe pas. Lui-même crée la matière première, celle qui n'a pas été trouvée ailleurs. C'est pourquoi on n'a pas envie de s'interroger sur l'univers. On n'a pas envie, on préfère penser que c'est un accident. Le monde est trop intelligible pour être un hasard. J'ai une communauté des médecins, une église des médecins, où ce sont seulement les médecins qui sont dans cette église. Donc j'ai l'habitude, je crois, dimanche passé, j'étais encore avec eux, on a travaillé ensemble. Et à chaque fois, j'explique aux médecins que si l'école ne vous amène pas à vous poser les vraies questions, vous étudiez, vous n'apprenez pas. On peut étudier sans apprendre. On peut étudier pour avoir une note, pour satisfaire à un système académique, sans avoir appris l'essence même de ce qu'on étudie. La complexité, par exemple, du corps humain, pour ne parler que des médecins. Qui est en médecine ici? Waouh! Très bien. La complexité du corps humain est censée faire réfléchir n'importe quel étudiant en médecine. La complexité. Ce n'est pas normal. Ce système vivant est un chef-d'œuvre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un chef-d'œuvre incroyable. Quelqu'un vous dit que c'est un hasard, il vous abrutit. Le hasard n'est pas aussi intelligent. Au point de différencier le cœur des poumons. Et quand on vous explique à quoi sert le foie et toutes ces choses, le hasard ne crée pas ça. Sinon le hasard vous a rendu riche depuis longtemps. Si le hasard était aussi intelligent que ça, vous serez riche depuis longtemps. Le hasard n'est pas aussi intelligent que ça. Le monde n'est donc pas un hasard, un accident de quoi que ce soit. Il y a une intelligence supérieure qui gère le monde. Connaissez-vous la partie du corps? Connaissez-vous la partie
du corps qui pèse le plus par rapport à toutes les parties du corps. Quelle est la partie du corps, vous les médecins? La partie qui pèse le plus. Quand vous distinguez chaque partie du corps, chaque partie, quelle est la partie qui pèse le plus? Vous devez savoir que le crâne et le cerveau sont deux parties différentes, n'est-ce pas? Voilà. Quelle est la partie du corps qui pèse le plus? Le cerveau? Ah non, c'est loin. Comment on appelle l'os d'ici? Le fémur. Le fémur pèse non pas le plus, c'est la deuxième partie du corps qui pèse le plus. Il y a une seule partie qui pèse le plus dans l'homme, la peau. La peau. Lorsque vous récupérez toute la peau de l'homme, je dis bien toute la peau, partout il y a la peau chez l'homme, et que vous réunissez la peau de l'homme est la partie qui pèse le plus chez l'homme. Voilà pourquoi le monde occidental peut te lever. Vous n'avez jamais compris pourquoi, avance par ici, vous n'avez compris pourquoi à chaque fois que vous verrez les blancs et les familles des blancs, ils sont comme ça, toujours en train de s'embrasser. Toujours. Pourquoi? Mais parce qu'en réalité, tant que tu n'as pas touché à la peau de l'homme, tu ne peux pas toucher à ses sensations et à ses émotions. Donc les Occidentaux se touchent constamment. Parce que en touchant la peau de l'homme, tu touches ses émotions, ses sensations, et des fois on a l'impression que mais pourquoi ils font des choses comme ça? Mais pourquoi ils s'embrassent toujours? Ils s'embrassent toujours. Mais c'est parce que c'est la partie la plus importante de l'homme et la plus forte de l'homme, sa peau. C'est bon? Il y a donc une partie qui nous appartient, c'est qu'on peut expliquer. Il y a une autre partie qui ne nous appartient pas. Regardez de ce côté, la mer, une étendue d'eau incroyable. On peut faire comme si ça n'existe pas. N'est-ce pas? On peut faire comme si toutes ces choses n'existent pas. Lorsque vous ne vous posez pas encore les bonnes questions, vous avez commencé à penser, mais vous n'avez pas encore commencé à réfléchir. Alors je suis venu pour vous faire réfléchir. Quelqu'un a dit, si je pense, alors j'existe. Je ne suis pas venu vous faire exister, je suis venu vous faire réfléchir, c'est-à-dire vivre. Une meilleure vie. Quand j'ai été guéri, j'ai décidé de réfléchir. Et de rentrer dans une meilleure vie. Une meilleure vie. Est-ce que vous pouvez me permettre de réfléchir avec vous pendant cette période-là? Est-ce possible? Vous allez voir les conséquences de réfléchir. Comment ça peut affecter même votre monde économique et comment vous pouvez gagner votre vie mieux que ce que vous cherchez à faire. Parce que personne, aucune puissance économique n'a créé le monde. Ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Allemagne, ni aucune de ces puissances. Le monde a été créé par une autre académie, une autre intelligence au-dessus de la nôtre. C'est pourquoi tout ce que vous faites en études consiste à comprendre ce que cette intelligence a créé. Vous, les médecins, vous cherchez à comprendre le corps, comment il fonctionne, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous cherchez à comprendre cela? Parce qu'une intelligence a fini de travailler, maintenant vous cherchez à comprendre comment ça fonctionne. N'est-ce pas? Vous êtes perdu dans ça, n'est-ce pas? Perdu, totalement perdu. Des fois, il faut se spécialiser juste pour les doigts. Juste pour les doigts. Toute la vie, on essaie de comprendre comment les doigts fonctionnent. C'est-à-dire que cette intelligence est au-dessus de la vôtre. Si vous pouvez étudier mon système, et si étudier mon système vous prend toute une vie, cela signifie que je suis plus intelligent que vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si je mets en place n'importe quel système, et que pour étudier une seule partie de mon système, vous prenez toute une vie, alors je suis plus intelligent que vous. Nous étudions ce qu'une intelligence a créé. Nous cherchons à comprendre ce qu'une intelligence a créé. Est-ce que vous comprenez? Et cette intelligence peut même se donner le droit de nous donner encore plus d'intelligence.
Et ça, c'est tout, sauf de la religion. Le terme religion vient du terme grec religare, qui signifie mettre en place des pratiques pour essayer d'atteindre Dieu. Fondamentalement, je trouve que la religion est stupide. Parce que la religion veut atteindre celui qui a créé le monde. Alors que celui qui a créé le monde veut nous atteindre. Et quand lui nous atteint, ce n'est pas de la religion, c'est une relation. C'est la raison pour laquelle la religion échoue chaque fois. Elle est ennuyeuse, difficile, mais si elle crée beaucoup d'hypocrites. Alors je ne suis pas venu parler de religion, parce que pour manger à midi ou pour manger la nuit, ce n'est pas la religion qui met le pain à la maison. Je suis venu parler de choses réelles, mais tout en nous poussant à réfléchir. Je le fais un peu partout. Je rends grâce à Dieu que cela a eu beaucoup d'effets sur beaucoup de personnes. J'espère donc à la fin du partage que j'aurai à faire ici pendant ces jours, j'espère pouvoir gagner votre attention, votre cœur, et pourquoi pas plus votre adhésion à cette merveilleuse vie. Je l'ai rencontré après ma guérison. Chaque jour, je m'efforce à partager la vie de celui qui vous a donné les jambes, les pieds, l'intelligence, la matière grise. Et je peux vous rassurer, c'est tout, sauf de la religion. Je le fais déjà parce que je ne serai pas ici ce matin. Je serai peut-être mort comme ma cousine et comme mon oncle. Je lui dois donc cela. Je lui dois la vie, mais encore plus depuis que je me suis impliqué à parler de lui, à aider les gens. Il m'a tout donné. Je peux voyager dans n'importe quel pays du monde. Je peux aller où je veux et faire beaucoup d'autres choses. Je lui dois tout. Donc c'est une dette morale pour moi d'expliquer aux gens qu'ils peuvent faire mieux que dans leur vie personnelle. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? C'est mon devoir. Et donc je vais m'atteler à le faire en vous présentant certaines choses. Et je suis sûr que ça va vous aider. Tout à l'heure, nous aurons une pause, histoire de faire connaissance un peu. Mais laissez-moi, avant de notre pause, de partager un des premiers éléments pour que nous puissions en être édifiés. Si vous êtes avec moi, vous pouvez acclamer 3 fois. Waouh! Alors, permettez-moi, tu es avec moi, il est où Edaris? Tu es avec moi sur gagner sa vie, gagner le combat de sa vie. Je vais ouvrir en parlant de gagner le combat de sa vie. Gagner le combat de sa vie. La plupart des gens souffrent parce qu'ils pensent que la vie est confortable. La plupart des gens, même les étudiants, trouvent que la vie, mais c'est comme... Lorsqu'on s'est trompé même au sujet de la vie, tout va être difficile pour nous. La vie est belle. Il faut en profiter. Mais la vie est tout sauf facile. Dès que vous pensez que la vie est facile, vous vous trompez. Et vous allez échouer. Tu es avec moi? Tu as quelque chose pour moi? Alors regardez une image. Vous connaissez cette image, n'est-ce pas? Vous avez une idée de cette image? Les médecins, vous êtes là avec moi? Vous me soutenez? Vous connaissez cette image? C'est l'image de quoi? L'image de quoi? Lors de quoi? Hein? Lors de quoi? Lors de la reproduction. D'accord. Savez-vous combien de gamètes masculines sont rentrées dans le sein, la matrice de votre maman pour vous donner naissance? Les médecins vont nous aider s'ils sont déjà à ce niveau d'écho. Combien? Pas encore? À peu près
20 à 150 millions de personnes ont failli naître à votre place. 20 à 150 millions ont failli naître à votre place. Vous savez ce qui s'est passé? Vous avez dû tuer plus de 150 millions pour exister. Oui. Lors du parcours, il y a au moins 3 catégories. 1. Ceux qui se trompent de chemin et qui meurent. Ceux qui se trompent de chemin et qui meurent parce qu'ils ont un temps de vie. 2. Ceux qui sont attaqués par les liquides acides du corps et qui meurent. Et enfin 3. Un autre groupe qui va au bon endroit pour essayer de trouver la porte. Et quand ils aperçoivent l'issue, un d'entre eux décide d'être plus rapide, plus fort, plus déterminé. C'est vous. C'est pourquoi vous êtes né. Dès qu'il est rentré dans l'ovule, qu'est-ce que l'ovule fait? Se ferme automatiquement. Donc il rentre et il ferme la porte. Et tous ceux qui sont à l'extérieur font quoi? Meurent. À l'essence même, vous n'étiez pas timide. Comme on voit des gens timides aujourd'hui. Parce que si vous étiez timide dans le ventre de votre mère, vous seriez mort. Vous étiez très fort. C'est pourquoi dans les 150 millions de possibilités de vivre, il n'y a eu que vous. Dès le début même, la vie n'a pas été facile. Quand je vois des étudiants qui disent que oh, c'est très difficile, oh, je ne comprends pas, oh, je pense que je vais changer de faculté, oh, je ne sais plus comment faire. Mais tu n'étais pas comme ça au début, c'est parce que maintenant tu as des amis bizarres. Au fond, tu étais quelqu'un de courageux, la preuve, biologiquement parlant, tu es sorti vainqueur. C'est pourquoi ce passage dit cela. Donne-moi ce passage de Job. Ce passage dit cela. À l'initiation même, voici ce que c'est la vie. Le livre qui était un des plus anciens livres, le livre de Job, nous parle d'un homme très riche et nous dit ceci. Le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. Le sort de l'homme sur terre, ce à quoi l'homme a été livré sur la terre, c'est se comporter comme un militaire. Donc l'homme est exposé à la guerre dès sa naissance. Il n'est pas venu ici pour être faible. Il n'est pas venu ici pour qu'on lui donne les choses, pour qu'on ait pitié de lui. L'homme est venu ici pour se battre, remporter la vie et la vaincre. Quiconque baisse les bras meurt. Le sort de l'homme, c'est d'être un soldat. Et ensuite, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. L'homme est venu pour vivre comme un mercenaire. Vous comprenez ça? Donc la vie, même dès le départ, n'est pas facile. Tous ceux qui veulent vivre la vie facilement se trompent. Ils vont échouer. Qu'ils soient diplômés ou pas, ils vont échouer. La vie est tout belle, sauf facile. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez dire à quelqu'un à côté de vous, peut-être qui est sur le point de se décourager, ou même d'abandonner je ne sais pas quoi, dites-lui à côté, tu as compris, la vie n'est pas facile, courage. Dites-lui ça. Peut-être qu'il veut se décourager. Peut-être qu'il est sur le point d'abandonner quelque chose. Peut-être qu'il est sur le point d'abandonner quelque chose. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est venu avec vous à la même époque que vous. Il a dit, bon, écoute, moi je retourne au Gabon finalement, je retourne au Cameroun, je retourne à tel endroit, je retourne. C'est trop difficile. N'est-ce pas? Je suis venu vous apprendre que peu importe ce que vous pourrez rencontrer dans la vie, cela a été prévu. La vie est tout sauf facile. Alors je veux parler de comment on la gagne. Comment on gagne la vie?
Il y a quelques jours, un jeune homme diplômé aux États-Unis de 27 ans vient de trouver la mort dans un pays par accident de circulation. Il est tombé à travers un pont et il en est mort. Être diplômé, ce n'est pas la vie. Étudier, ce n'est pas la vie. Vous ne pouvez ni étudier ni travailler sans la vie. La chose qu'il vous faut d'abord, c'est la vie. Et à travers la vie maintenant, vous devez remporter les défis de la vie. La plupart des gens ne cherchent pas à gagner leur vie. Ils veulent gagner leurs études. Quand vous gagnez vos études sans gagner votre vie, vous n'avez pas réussi. C'est pourquoi nous avons des milliers de personnes qui ont étudié, mais qui ne servent à rien, ni à nos nations, même pas à nos familles. Gagner sa vie, c'est le premier défi. Les autres défis viennent simplement s'attacher aux autres, au premier défi qui est de gagner sa vie. Avez-vous déjà gagné votre vie? J'ai gagné ma vie à 15 ans après ma guérison. Il n'y a rien de ce que je fais aujourd'hui qui est un hasard. Je ne m'attends pas à demain, ni à une organisation. Je sais où je vais, ce que je fais, et je sais même demain combien j'aurai financièrement. Quand vous avez gagné votre vie, vous ne vivez plus du hasard. Vous n'attendez pas demain pour devenir, c'est demain qui vous attend. Quand votre vie, vous l'avez déjà gagnée, quand vous avez déjà gagné votre vie, vous avez déterminé vos relations. Vous savez avec qui vous marchez, avec qui vous ne marchez pas. Vous savez ce que vous lisez, ce que vous ne lisez pas. Vous savez ce que vous devez lire et ce que vous ne devez pas lire. Quand vous avez gagné votre vie, vous avez gagné vos appétits, vos désirs, vos rêves, vos ambitions et donc ce que vous comptez même faire pour les autres. Est-ce que vous me suivez bien? Alors je suis venu vous parler de gagner d'abord votre vie et non pas gagner un autre défi de votre vie. Après l'âge de 15 ans, je me suis donc donné et j'ai suivi un parcours que je ne regrette pas, puisqu'aujourd'hui j'ai la possibilité en réalité de faire beaucoup de bonnes choses à beaucoup de gens. Sans faire, si je me mettais à énumérer ce que je peux faire, cela ressemblerait à de l'orgueil, alors je n'ai pas envie de le faire. Mais quand une vie est capable d'entretenir d'autres vies, c'est une belle vie. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Quand votre vie, vous l'avez gagnée, alors vous pouvez maintenant donner aux autres l'envie de vivre. Vivre pour donner aux autres l'envie de vivre. Qui pense qu'il a besoin de gagner sa vie, c'est-à-dire ne pas se retrouver demain en train de regretter ce qu'il a fait de sa vie? Qui pense qu'il a besoin de gagner sa vie? Qui pense? Sa propre vie. Ça veut dire qu'il ne veut pas demain se mettre à... On peut regretter sa vie même si on a un travail. Il dit j'aurais dû faire ceci. J'ai manqué à tel rendez-vous. J'aurais dû faire ceci. Moi, par exemple, si je me mettais à ignorer les jeunes, ignorer les élèves, les étudiants, si je me mettais à ignorer la possibilité de booster, d'engager, d'encourager les jeunes, je sais que plus tard dans ma vie, je serai dans le regret d'avoir raté ma vie. On peut rater sa vie, même devant un plat de nourriture dans sa maison. On est assis en train de manger, on dit j'ai raté ma vie. On mange. Oh, j'ai raté ma vie, on prend un verre de bière. J'ai raté ma vie. Oui, on peut rater sa vie en ayant le minimum. Parce qu'on sait qu'on aurait pu mieux faire.
Je vous prends un exemple simple, je le disais à quelques personnes hier. Nous étions là autour de l'hôpital, ça a duré plusieurs semaines d'ailleurs, plusieurs jours. L'hôpital de Nelson Mandela en Afrique du Sud, à Pretoria, lorsque il était dans le coma. Il y avait des gens venant de partout. Même nous, des pasteurs, des hommes religieux, nous étions là. Je me suis déplacé de mon pays. Je me suis dit, je ne peux pas rater cette opportunité d'être là et d'accompagner cet homme dans ses derniers jours. Alors nous étions là, autour de l'hôpital. Tout le monde campait. Il y avait des caméramans, il y avait des journalistes du monde entier. Nous sommes restés là pendant plusieurs jours. Nelson Mandela a été présenté quelques années avant sa mort comme étant l'homme politique le plus riche du monde. L'homme politique. Mais personne ne connaît Nelson Mandela comme étant l'homme politique le plus riche du monde. Lorsque vous entendez Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, la première pensée qui vous vient, ce n'est pas l'homme le plus riche, politique le plus riche du monde. C'est ça, non? La pensée qui vous vient par contre à l'esprit, c'est cet homme qui a combattu pour la libération de son peuple. N'est-ce pas? Et qui a été enfermé pendant plus de 27 ans. Alors posons-nous la question. Si Nelson Mandela avait raté l'appel de se battre pour son peuple, parce que je vous informe et je vous rappelle, je sais que vous le savez, de profession, il était quoi? Avocat. Ce qui signifie qu'il ne cherchait pas à manger. Ce n'est plus le manger dont il avait besoin, puisqu'il était déjà avocat. La vie, ce n'est pas votre étude et votre diplôme, mais c'est un appel supérieur à ce que vous avez, au-dessus de ce que vous avez même étudié. Une vocation. Est-ce que vous comprenez? Cet avocat pouvait rester avec sa femme et ses enfants. Savez-vous que la plupart de ses enfants sont morts pendant qu'il était en prison? Il pouvait donc rester avocat. Vivre comme ça. Manger de son pain, être avec sa femme et ses enfants. Et dire, écoutez, pas besoin de venir mourir pour les gens. Mais il a répondu à un appel au-dessus de sa profession. Souvent, vous pouvez croire que votre appel, c'est votre travail. Non, des fois, votre vocation au-dessus même de ce que vous avez étudié. La chose qui va vous donner le potentiel de votre vie, celle qui va vous donner la satisfaction avant votre mort, ce n'est pas ce que vous avez appris pour manger. C'est ce que vous pouvez apprendre pour les autres. Est-ce que vous me suivez? Donc gagner sa vie, c'est au-dessus de gagner son emploi. C'est au-dessus de gagner son travail. Parce que son travail à lui, c'était avocat. Mais ce qui a fait de lui aujourd'hui, ce qu'il a été, encore il y a quelque temps, ce n'était pas son travail d'avocat. La même chose avec M. Gandhi en Inde. La même chose avec Mère Teresa. La même chose avec M. Martin Luther King Jr. aux États-Unis. Tous avaient déjà un emploi. Ils mangeaient déjà de leur pain. Mais ils ont répondu à un défi au-dessus de leur profession. Gagner sa vie est plus important que gagner son mange-pain. Vous êtes avec moi? Vous me suivez? Moi, j'ai gagné ma vie. Quand j'ai ouvert mes yeux à 15 ans, j'ai gagné ma vie. Je suis sûr que ce que je gère, ce que je possède et ce que je peux faire est 10 fois au-dessus de si je cherchais seulement à manger. La seule chose que je ne cherche pas dans ma vie, c'est manger. Parce que manger est une possibilité même animale. Même les animaux mangent. Alors si on vit seulement pour manger, on n'est pas très loin de l'animal. Qui m'a suivi? Je sais que la plupart des étudiants veulent payer leurs factures, ils vont à l'école et puis gagner leur vie. On leur a dit, c'est étudier, travailler et puis c'est fini. Gagne ta vie. Non, gagner mon travail, ma profession, mon mange-pain, ce n'est pas gagner ma vie.
ma vie a plus de valeur que mon mange-pain. Si la cible est petite, je suis sûr que ce sera peut-être après cette séance ou après l'autre ou demain, je vais vous montrer une chose. Si la cible est petite, les chances sont petites. Si vous cherchez à faire gagner votre vie, vos chances de réussir sont faibles. Si vous cherchez à faire gagner beaucoup de gens, vos chances de réussir sont nombreuses. Souvent avec nos étudiants un peu partout dans le monde, lorsqu'on discute, et je dis souvent ça ils disent non mais je dis ce n'est pas de la générosité. Subventionner, aider, encourager les jeunes, ce n'est pas de la générosité. C'est du respect des lois de leadership. Celui qui veut faire gagner sa vie a peu de chance que celui qui veut faire gagner la vie des autres personnes. C'est la raison pour laquelle on connaît Nelson Mandela, excusez-moi, on ne connaît pas votre père, mondialement parlant. Parce que votre père s'est occupé de lui, vous et votre maman, sa vie. On connaît Mère Teresa, on ne connaît pas votre mère. Plus la cible est petite, plus les possibilités et les chances sont faibles. Qui m'a suivi? Rien à voir avec la générosité. C'est simplement apprendre à gagner sa vie. Alors je vais leur poser une question avant de continuer. Qui a l'impression qu'il doit faire une chose importante? Il ne sait pas comment expliquer ça. Il ne sait pas d'où ça vient, mais depuis sa jeunesse, depuis plus petit, il a l'impression qu'il doit faire une chose importante avant de mourir. Je sais que la plupart des mains doivent se lever, même ceux qui n'ont pas encore bien compris la question. Mais je sais aussi, je sais aussi qu'il y a des gens comme ça ici. Ça ne s'explique pas toujours. Mais vous sentez que vous avez un appel à faire une chose importante avant de mourir. Non, de manière sincère, rien à voir avec un piège. Je repose ma question. Qui le sent? Qui l'a senti quelque part, d'une manière ou d'une autre, qu'il est appelé à faire une chose importante? Rien à voir seulement avec le fait de manger et travailler, mais il sent qu'il a une vocation, quelque chose qu'il doit faire pour les autres. Merci beaucoup. On peut acclamer? On peut acclamer pour eux? On peut acclamer pour eux. Alors si vous sentez que vous êtes appelé à faire quelque chose, et même ceux qui ne le sentent pas, retenez d'abord ceci: la vie est tout sauf. La vie est tout sauf. Alors n'abandonnez pas. Peu importe ce que vous devez faire de bien, n'abandonnez pas. Peu importe ce que vous devez faire de bien, et peu importe comment c'est difficile, n'abandonnez pas. Il arrive qu'on soit lancé à un cursus un peu plus long, et puis on a l'impression que c'est trop difficile, et on veut s'arrêter juste en deuxième année. Non, n'abandonnez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez? Vous me suivez? Vous avez de l'eau? Il y a de l'eau derrière? Vous avez des bouteilles d'eau? Vous avez une bouteille d'eau? Vous en avez plusieurs ou une? Ok. Je parlais quelque part, je disais aux gens, connaissez-vous le péché de l'eau? Le péché de l'eau. Le mot péché vient de deux termes. Originalement, amartia et kataat. Amartia en grec,
Kataat en hébreu. Péché signifie simplement sortir du chemin. Ce n'est pas un terme religieux, c'est une réalité. Sortir du chemin. Ce terme a été utilisé de l'idée du fait qu'on veut atteindre une cible. Au lieu d'atteindre la cible, on rate la cible. Et donc on a raté la cible, on dit qu'on a amartia, on a kataat, on a raté la cible. Donc, si le chemin c'est celui-ci, et que vous allez à gauche, on dit que vous avez péché. Donc vous avez raté le vrai chemin. Donc on pêche tous les jours. Quand on ne fait pas ce qu'on aurait dû faire. Alors que le péché de l'eau, les autres savent, ils étaient avec moi. Avez-vous entendu parler du péché de l'eau? As-tu entendu parler du péché de l'eau? Le péché de l'eau. Okay. Qui aime boire de l'eau? Plus que du jus. Ça veut dire l'eau pour toi c'est important. Tu préfères boire de l'eau, tu ne préfères pas boire du jus en longueur de journée, tu connais l'importance de l'eau, tu préfères boire de l'eau. C'est vrai. Souvent je pensais que c'était les hommes seulement qui aimaient boire de l'eau. Toi aussi tu aimes boire de l'eau? Vraiment tu aimes boire de l'eau? Plus que du jus? Bon, viens, tu vas boire de l'eau. Viens. On peut acclamer pour elle, viens, tu vas boire de l'eau. Tu te mets ici? Comment je t'appelle? Nika. Nika? Ok, Nika. Alors, je suis en train d'aller vous amener à comprendre que deux fois vous pensez que vous voulez gagner votre vie, vous pensez que vous voulez gagner votre vie, mais vous ne pensez pas vraiment. Alors, ce point signifie on ne veut pas vraiment ce qu'on pense qu'on veut. Deux fois, on croit qu'on veut même réussir dans ses études. Mais quand on voit la manière dont on se comporte, on ne veut pas vraiment ce qu'on veut. La plupart des gens pensent qu'ils veulent ce qu'ils veulent. Par exemple, est-ce que l'Afrique veut se développer? La plupart des gens pensent qu'ils veulent ce qu'ils veulent. Mais en vérité, ils ne veulent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et on va expliquer pourquoi et comment. Amenez-lui de l'eau, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Elle aime boire de l'eau. Amenez-lui de l'eau à elle. Voilà. Tu peux boire de l'eau. On va l'encourager, on va l'encourager, on va l'encourager. Voilà pourquoi les gens s'arrêtent en chemin. Parce qu'en vérité, ils pensent qu'ils veulent. Ils pensent qu'ils peuvent. Mais en vérité, une pensée est différente d'un caractère. Vous pouvez avoir la pensée sans avoir le caractère de faire ce que vous dites que vous voulez faire. Et quand on n'a pas le caractère, même si on a le diplôme, on ne fait pas ce qu'on devait faire. C'est pourquoi l'Afrique a tous les diplômés du monde. Mais ils ne font pas ce qu'ils devaient faire. Diplôme sans caractère et sans personnalité intérieure est un papier. Un simple papier. Non, non, il faut t'as dit que tu aimes boire de l'eau, non? On l'a encouragé, allons-y, on va l'encourager. Donc on attend qu'elle finisse pour... On attend qu'elle finisse pour avancer. Non, elle aime. Elle aime boire de l'eau. On peut l'encourager encore, on peut Vas-y, on t'encourage, on va l'encourager, on va l'encourager.
Voici ce qui se passe, même si vous avez un diplôme. Vous pouvez croire que vous aimez votre pays, vous aimez tel secteur, vous aimez telle chose. Vous pouvez croire, mais vous vous trompez. Vouloir une chose ne suffit pas. Les gens veulent ce qu'ils ne veulent pas vraiment. Boire, aimer de l'eau, ce n'est pas être capable de boire quelques petits litres d'eau. C'est pourquoi vous voyez des étudiants, des travailleurs, des professionnels, même des couples s'arrêter en chemin. Il était presque convaincu qu'il pouvait. Mais sa capacité à recevoir, à contenir la chose est faible. Il n'a pas assez de force de continuer. En face de la quantité d'eau, elle se rend compte qu'elle aime de l'eau, mais elle n'aime pas vraiment l'eau. C'est ça ou c'est pas ça? C'est comme ça que la vie se passe. C'est pourquoi les gens s'arrêtent. Parce qu'ils disent que, oh, je pensais que je devais faire ça, mais non, je ne savais pas que c'était comme ça. Ah, mais je pensais que je t'aimais, mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Je pensais que j'allais devenir... Il ne faut pas arrêter, il faut finir, hein? N'est-ce pas? Je pensais que j'allais... Mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce niveau-là. Alors, plusieurs personnes arrêtent en chemin. C'est même la raison pour laquelle certaines personnes qui, au fond, à des moments, réfléchissent sur le monde, chez eux, lors d'une nouvelle, lors d'un problème, ils sont sur leur lit. Lorsqu'une annonce arrive, une information, quelqu'un est mort, un ami, une collègue, quelqu'un, ils se disent, oh mon Dieu, il sent une peur au fond de lui. Il a l'impression qu'il commence à réfléchir sur l'au-delà. Mais le fait que la chose demande beaucoup de temps à méditer, il préfère s'arrêter par là. Il y a des gens qui ont peur de mourir, parce que la chose qui m'a permis de gagner ma vie, c'est la peur de mourir. En voyant ma cousine mourir, mon oncle, j'ai eu peur de mourir. Je me suis posé la question, mais on va où après la mort? Très tôt à cet âge, j'ai eu peur de mourir. Alors j'ai décidé de ne pas gaspiller ma vie, de l'orienter, de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix. Est-ce que vous me suivez? J'ai décidé de me donner à une chose. Aujourd'hui, je n'ai plus 15 ans. Mais je suis toujours prêt à aller plus loin dans le choix que j'ai fait. D'avoir une vie qui compte, une vie qui connaît le Créateur et surtout une vie qui impacte les vies des autres. Alors ce qu'elle peut découvrir et que nous pouvons découvrir avec elle, c'est qu'il faut faire attention. Aimer une chose et vouloir une chose ne signifie pas qu'on veut vraiment cette chose. Et qu'on a la force, le caractère, la détermination et la puissance de faire cette chose. Après mes explications, d'ici demain après-demain, vous serez capable de faire ce que vous voulez faire avec l'homme intérieur et la force de réaliser votre rêve. Que Dieu vous bénisse. On peut enlever son eau. Elle va boire cela après. N'est-ce pas? Alors je vais marquer une pause. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Ces moments avec les responsables ici à Dakar,
on a voulu partager ces moments autour de non seulement le partage de la vérité, parce que notre organisation c'est le VLR, VLR, la vérité pour une liberté réelle. Expliquer aux gens les choses vraies, amener les gens à connaître le Créateur et à vivre dans la vérité. Par exemple, la vérité c'est que boire de l'eau est mieux que boire du jus. Ça c'est la vérité. Et donc nous avons voulu partager ces moments et nous voulons partager ces moments autour du manger et de tout. Aujourd'hui, on ne savait pas combien de personnes devaient commencer à venir aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui sont en train de venir et d'autres qui attendent de venir demain. Et donc, à partir de demain, nous voulons partager du vrai repas parce qu'on voulait savoir d'abord combien de personnes pourraient venir. Et donc tout à l'heure on va faire une pause. J'espère qu'après cette pause, pendant cette pause, on pourra faire connaissance et que même ceux qui ne se connaissent pas pourront se serrer la main pour dire moi c'est tant, moi c'est X, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe un peu partout. Et donc permettez-nous de faire une pause, de partager quelque chose, de mettre quelque chose sous la dent et puis de revenir avec quelques points maintenant qui vont nous plonger dans le cœur. Je sais que maintenant j'ai gagné un peu votre cœur et que maintenant je peux introduire des choses comme je vais le faire dans les pots que vous voyez ici sur ma table. Alors permettez-moi de prier. Merci Seigneur pour ces moments. Merci parce que tu es le créateur de l'univers et c'est toi qui nous permets d'être ici et non pas dans un cercueil. Ceux qui sont morts n'étaient pas plus faibles que nous. Ceux qui sont morts n'étaient pas plus ignorants que nous. Jusque leur temps est arrivé, ils sont partis. Il est écrit que c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui donnes la mort. Nous te bénissons pour cette journée, pour la journée de demain et pour la journée d'après-demain. Merci pour cette atmosphère qui vient de commencer maintenant. Permets-nous de nous connaître, mais surtout permets-nous de développer un lien qui pourra impacter ce monde. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup. S'il y a des annonces, on peut faire des annonces. Sinon, on va faire la pause. On va faire les annonces au retour. On va faire la pause. On va partager quelque chose. Les gens sont un peu libres. Et surtout, rapprochez-vous de quelqu'un.